messieurs, direction Burkina Faso, Guinée-Conakry, et on va encore revenir avec le Mali pour parler donc de cette décision ou bien de cette sortie médiatique du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, qui exige un effacement dans les plus brefs délais des autorités en place au Burkina Faso, en Guinée-Conakry, mais également au Mali, et la remise du pouvoir aux civils. En quelques minutes, chers messieurs, puisque nous nous rapprochons déjà vers la fin de ce programme, monsieur Bertrand Tatinda, quelle appréciation faites-vous de cette sortie? Eh bien, nous en rigolons. D'abord, monsieur Guterres n'est pas le président du monde. C'est un individu soutenu par les États-Unis, coopté par les mondialistes pour occuper le secrétariat général de l'ONU, d'une organisation qui ne sert plus à rien. L'ONU ne nous sert plus à rien. L'ONU a plus de valeur. Ça ne vaut plus rien. Il n'y a même plus, les résolutions même de condamnation ne passent plus à l'ONU. Vous savez la question qu'il vient poser là, c'est-à-dire il appelle les militaires à rendre le pouvoir aux civils. Eh bien ça a été débattu en Conseil de sécurité, hein. Double veto. C'est-à-dire il profite d'un voyage, il sort d'Ukraine. Je vous explique qu'on lui a donné un cours de sciences politiques. Poutine lui a dit doucement, doucement là, doucement, tu viens faire. Ben, finalement, il a été réduit à négocier la sortie des civils de l'usine d'Azovstal. Or, ces civils, M. Poutine et l'armée de Russie demandaient depuis qu'ils sortent, ils étaient retenus par les néo-nazis qui s'y trouvent. Ils étaient retenus par les néo-nazis qui se trouvent. De sortie de là, eh bien, il s'est retrouvé en Afrique pour débattre de cette question et d'expliquer qu'il faut rendre le pouvoir aux civils. Rendre le pouvoir à quels civils? À quels civils? À des gens qui ont mis des États plus bas que terre. Pourquoi les militaires ont interféré sur la sphère politique? Eh bien, parce que justement, ces civils ont détruit l'État. Il n'y avait plus de vie. Il n'y avait plus de vie politique. Il n'y avait plus de vie économique. Il n'y avait plus rien du tout. Il ne faut pas mettre un haut là, essayer de réfléchir et voir dans quelle mesure apporter déjà ne serait-ce que des réformes institutionnelles. De dire qu'on ne peut plus continuer comme ça. De faire ce qu'ils nous demandent souvent de faire, de grands dialogues. Les discussions labre à palabre. Ça rejoint ce que disait M. Yamtimba. C'est comme ça que l'Africain résout ses problèmes. L'Africain est toujours dans l'art du consensus et de la discussion. On écoute tout le monde. Même en Afrique, ce qu'ils disent, que les femmes n'ont pas droit au chapitre, c'est faux. On écoute les femmes. Souvent même, c'est leur façon de voir les choses qui est adoptée. Et c'est à partir de comment ils voient les choses, autour de cette vision qu'on discute. Donc, c'est ce que ces jeunes officiers qui sont arrivés au pouvoir dans différents pays essayent de faire. De se dire, et voilà pourquoi ces officiers refusent de donner une date précise concernant les transitions. Parce que là, par la palabre, on sait quand est-ce qu'on commence et on ne sait jamais quand est-ce qu'elle finit. Parce qu'il faut arriver à un consensus. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais d'arriver à un consensus issu des grandes rencontres de tous les corps sociaux et de pouvoir amorcer de véritables réformes liées à l'histoire de ces pays pour enfin établir des règles acceptées par tous et aller enfin vers des élections voulues par les peuples. M. Guterres n'est pas au courant de ça? Non. C'est tout simplement, il est un employé par un certain nombre d'intérêts. Nous savons pour qui roule ce monsieur. Eh bien, il essaye tant bien que mal de nous tenir ce discours-là. Eh bien, beaucoup de courage à M. Guterres. Mais nous, ça ne nous intéresse pas. C'est un non-événement. D'ailleurs, les gens, par respect, parce qu'en Afrique, on est respectueux, on écoute. On écoute. Nous ne sommes pas des sauvages en Afrique. On écoute. Et quand ce que vous dites n'a pas d'intérêt, en Afrique, on ne vous répond pas. C'est-à-dire, on vous ignore. Donc, la réponse qui a été apportée à M. Guterres a été tout simplement de l'ignorer. Eh bien,
il va partir comme il est venu et les transitions de ces trois pays vont continuer à réfléchir, à mettre le doigt où ça va mal, où les choses ont dérapé et voir dans quelle mesure, avec le sentiment de tout le monde, améliorer les choses. Monsieur Luc Michel, effacement dans les plus brefs délais des autorités du Burkina Faso, du Mali encore, on revient avec le Mali, mais également de la Guinée-Conakry. Quelle est votre grille de lecture, en quelques mots? Monsieur Luc Michel, vous avez la parole. Alors, Monsieur Fabrice Bauer, nous revenons sur ces délais présentés par par l'Organisation des Nations Unies, sans oublier la CEDEAO. Aujourd'hui, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, exige la remise du pouvoir aux civils. Quel est votre avis sur cette question de délai de transition dans ces trois pays? À qui posez-vous la question? La question finalement, c'est une question qui est posée aux deux, mais on va commencer par Monsieur Luc Michel. Vous êtes de retour. Vous avez la parole, Monsieur Luc Michel, en quelques mots. Et juste après, on passera la parole à Monsieur Fabrice Bauer. Monsieur Luc Michel, vous êtes à l'antenne. Voilà, le temps qu'on remet tout en place avec Monsieur Luc Michel. Monsieur Fabrice Bauer, vous avez finalement la parole. Monsieur Fabrice Bauer. Monsieur Fabrice Bauer, vous avez la parole. Alors, quelques petits soucis techniques avec justement nos invités du côté de la Russie, mais également du côté de Bruxelles. Dr Yantimba, une sortie d'Antonio Guterres exigeant le départ de ses autorités au Burkina, en Guinée-Conakry, au Mali, et une remise du pouvoir aux civils. Une sortie, une pression de la part de l'ONU qui s'ajoute à celle de la CEDEAO, on va le dire ainsi. Pas vraiment. C'est pas l'ONU qui parle. Il y a ceux qui parlent et le secrétaire général n'est que le haut-parleur qui transmet ce qui est dit là où cela doit être dit. Alors, regardez ces pays. Mali, Guinée, Burkina. Quand vous observez ces trois pays, vous constatez un certain nombre de choses. Mais avant d'en parler, je veux dire, M. Guterres n'est plus qualifié à parler à l'Afrique. Depuis ce qui s'est passé en Centrafrique avec la mort de la petite Marie Lumière, qu'il a appelé incivil, ce monsieur n'a plus qualité à parler aux Africains. Il devrait démissionner ou tout au moins circonscrire son action en dehors de l'Afrique. Lorsque nous perdons une jeune femme, et je vous rappelle que la place de la femme en Afrique, je ne sais pas comment on appelle, bon là on dit la femme, mais ça ne veut pas dire grand chose pour un Africain, mais quand on traduit ce mot dans nos langues, ça veut dire la source de vie. Prenez toutes les langues africaines, c'est ce que ça veut dire. Quand nous perdons une source de vie et que vous l'appelez un civil, vous nous choquez. Parce que cette dame aurait pu nous donner beaucoup d'enfants qui auraient pu contribuer à libérer l'Afrique ou à le développer. Mais elle est décédée du fait justement, vous vous souvenez très bien, d'un mercenaire français. Décidément, dans tous les mauvais coups en Afrique,
se trouve la France et l'ONU. Je crois que M. Gutiérrez essaie de tâter le terrain pour savoir s'il ne va pas d'abord maintenir la MINUSMA. Sauf que je crois que la réponse est déjà connue. La MINUSMA, on n'en veut pas. Mais il y a quand même une contradiction assez incroyable avec cette affaire de MINUSMA. La MINUSMA a un budget d'1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars, c'est 600 milliards. Je crois que si le gouvernement malien avait ces 600 milliards, si l'Occident croit être aussi généreuse qu'elle le croit, qu'elle le déclare, ces 600 milliards auraient aidé l'État du Mali à faire beaucoup plus de choses que ça. Il cherche à savoir comment il va maintenir la MINUSMA. Il essaie de voir comment créer une espèce de mission pour le Burkina et la Guinée-Conakry. D'ailleurs, vous avez vu comment... Et toutes ces manœuvres sont liées. N'oubliez pas que le numéro 3 de l'ONU, c'est un Français. C'est lui qui est en charge des opérations de maintien de la paix. Tout ça est lié, il faut toujours en tenir compte. Et n'oubliez pas que tout ce qui est mission de la MINUSMA représente un marché pour les pays occidentaux. Parce que ce sont eux qui fournissent en armes, en habillement, en alimentation, les soins de santé, la logistique, etc. Les gens sont en quête de marchés nouveaux. Et vous voyez que ce qui choque les Africains là-dedans, c'est que nous sommes encore à Berlin en 1884, où les gens venaient chercher des débouchés chez nous. Donc, ils ont des choses à vendre, il faut qu'ils trouvent le moyen de les vendre, et le secrétaire général de l'ONU, comme un commercial, vient, essaie de tâter le terrain pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et vous avez vu la résolution qu'on a voulu prendre par rapport relativement à Gossi pour nommer un demandant, je crois que c'est la France qui l'a initié, demandant une commission d'enquête internationale. Une demande d'ouverture d'enquête. Voilà, ce qui veut dire, laquelle commission devait être sécurisée par Barkhane, donc en fait Barkhane ne part pas, et qui devait donc rester, et cette commission-là, ça veut dire des fonctionnaires internationaux. En fait, il y a quelque chose que vous devez voir derrière ces appels, toujours ça c'est le jeu des acteurs, mais regardez les enjeux. D'abord c'est le maintien d'un certain pouvoir d'achat, le contrôle des ressources au niveau international, qui donne un certain pouvoir d'achat toujours au leur. Parce que vous ne verrez pas dans ce genre de mission, dans ce genre de commission d'enquête, vous verrez toujours que l'Europe technique représente plus de la moitié des personnes qui sont là. C'est une captation des ressources. En fait, ces gens-là captent du pouvoir d'achat et bloquent la consommation chez nous. Bloquent la production chez nous. Quand vous faites venir une mission comme celle-là, si pour leur donner, pour leur alimentation, pour les habiller, pour leur fournir ne serait-ce que des armes légères, et pour leur fournir du carburant, au moins, et la logistique, on avait donné ces marchés aux Maliens, cela représente au moins la moitié du budget de la MINUSMA. Le Mali ne touche même pas 5% de ce budget. Même pas. Donc, ce qui se passe en arrière-plan, c'est que le secrétaire général est en train de chercher des marchés pour ses commanditaires et il est en train de chercher comment on va trouver encore des ressources qu'on pourra développer là-bas. Mais pourquoi faire? Pour sécuriser en fait des zones d'exploitation parfois illégales, comme au Congo, comme en Centrafrique, parce que l'une des raisons pour lesquelles la Centrafrique a été obligée de revoir les choses, c'est que tous les militaires de la MINUSCA, en tout cas les hauts responsables, tous se sont enrichis. En faisant quoi? Tout à l'heure, le monsieur Sidik vous a expliqué ce que faisaient les militaires français au Mali. Donc, il y a en même temps le fait que quand il vient tâter du terrain comme ça, s'il y a des choses à étouffer, il faut qu'ils soient au courant. Parce que la plupart de ces missions, c'est aussi d'abord le renseignement. Donc tout ce qui risque de mettre le bloc occidental à mal, on sait comment on anticipe et on l'étouffe. Donc les gens sont dans la gestion d'un certain nombre d'intérêts. Et ces intérêts-là, nous devons être lucides pour les voir. Nous devons être lucides pour les identifier et les comprendre. L'appel aux civils, à la remise de pouvoir aux civils, contrevient totalement à notre mode de vie, mais contrevient particulièrement au fait qu'on ne comprend pas très bien pourquoi ça vient du secrétaire général de l'ONU.
parce que le secrétaire général de l'ONU n'est pas une espèce d'autorité supranationale qui donne des ordres à qui que ce soit, ni d'ailleurs qui est autorisé à s'immiscer dans les affaires intérieures des États. Être secrétaire général de l'ONU ne vous donne pas l'autorisation de vous immiscer dans les affaires intérieures des États, à moins qu'il ne soit devenu citoyen malien ou guinéen ou burkinabé. Donc, en fait, nous sommes là dans une situation assez cocasse où l'ONU n'est pas allé faire les mêmes demandes, ne s'est pas adressé à l'OTAN en 1998, en Yougoslavie. Nous sommes dans une situation assez curieuse où l'ONU n'est pas allé demander aux gens au Donbass, au Lugansk, etc., de respecter les droits de l'homme. Nous sommes dans des situations assez curieuses où on ne voit pas l'ONU. Mais pourquoi l'ONU n'a pas envoyé une mission des Nations Unies dans le Donbass pendant qu'on y est? Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Nous sommes quand même curieux de voir qu'il n'y a pas une mission des Nations Unies qui a été envoyée en Syrie. Pourquoi ils ne sont pas allés demander à l'envoi d'une mission là-bas? Pourquoi ils ne sont pas allés demander à ceux qui avaient attaqué la Syrie d'arrêter ça? Donc nous sommes dans une situation assez bizarre où, en fait, nous avons un citoyen d'un pays anciennement colonisateur qui vient parler à des gens qui ont subi la colonisation et qui ne sait pas être prudent. En réalité, tous les pays qui ont eu des colonies en Afrique devraient être exclus de l'Afrique. Point barre. Parce que tant que ces gens tourneront en Afrique ou que les citoyens viendront en Afrique, particulièrement ceux du système des Nations Unies ou de l'Union européenne, ils viendront raviver des blessures qui ne pourront donc jamais guérir. Nous devons avoir une attitude qui soit une attitude rigoureuse et sur certains plans, nous devons couper le nœud gordien, trancher le nœud gordien pour que les gens comprennent que l'Afrique n'est pas du tout un terrain de balade. On ne vient pas se balader ici. Et on ne vient pas se moquer des populations africaines. Le Mali, mais qu'est-ce que vous appelez démocratie? Le secrétaire général de l'ONU vient raconter qu'il faut remettre le pouvoir aux civils. Mais les civils se sont réunis et c'est eux qui ont dit aux militaires de rester là pendant 5 ans. Ce n'étaient pas des civils. Est-ce que c'est l'armée qui a formé les assises nationales du Mali? Il me semble que c'était les civils. Et le gouvernement malien, il est formé de qui? De l'armée? Il est formé par un premier ministre qui est un civil. Maintenant, ces gens-là ont dit pendant un certain temps, ils doivent mettre les choses en place. Laissez-leur le temps de mettre les choses en place. Le Burkina, la Guinée vous demandent disent qu'ils vont, ils vous demandent pas, ils disent qu'ils vont régler, normaliser la situation en 3 ans, mais vous les laissez normaliser la situation en 3 ans. Est-ce que les Burkinabés se sont plaints de cette situation? Est-ce que les Guinéens ont dit qu'ils n'acceptaient pas cette situation? À partir du moment où le peuple dit qu'il est d'accord et qu'il pense que ce processus va l'aider à mieux s'organiser, à mieux se structurer, il faudrait qu'on aille loin. Mais ça me permet, pour chuter, de rappeler encore aux Africains toute la nécessité des États-Unis d'Afrique. Lorsque le père Simo parle tout le temps ici du Made in Africa, je crois qu'il y a quelque chose on ne perçoit pas très bien dans cette affaire. C'est ça, c'est l'un des embryons, c'est l'une des démarches les plus courageuses qu'on ait vues en Afrique pour la construction de ces États-Unis d'Afrique. Parce que nous devons réunir les Africains en tout. Et en les réunissant en tout, nous les rendons plus forts. Et si nous avions aujourd'hui les États-Unis de la CEDEAO ou les États-Unis d'Afrique, je ne crois pas que le secrétaire général de l'ONU serait venu parler à qui que ce soit. Il peut se permettre de dire ce genre de choses parce qu'en fait, il regarde le Burkina Faso avec beaucoup de condescendance. Mais si c'était les États-Unis d'Afrique, je crois qu'il n'aurait même pas ouvert sa bouche parce que dans ce cas-là, la répartie, c'est-à-dire que le président des États-Unis d'Afrique, un monsieur qui se sentirait sérieux, solide, puissant, n'aurait même pas eu besoin de le lui rappeler, seulement son regard lui aurait rappelé qu'il n'a rien à dire sur l'Afrique. Et je crois que ça devrait être la voie pour que nous constituions ces blocs importants, ces grands blocs, la Chine, l'Inde, la Russie, devenant les partenaires stratégiques que nous allons avoir et qui vont nous permettre définitivement de penser à la réorganisation de cette ONU-là, à repenser totalement cette ONU-là, pour que désormais des fonctionnaires indignes comme M. Gutiérrez ne viennent plus jamais en Afrique nous dire ce que nous avons à faire quand il n'a pas su respecter la vie en Afrique. Alors, en quelques mots, doyen Simo, ONU, CEDEAO, Union européenne?
finalement des pressions. Madame, ce qui m'embête un peu, c'est que des gens qui se disent démocrates viennent en Afrique. Je ne sais pas s'ils ont interrogé les Africains, s'ils ont eu l'avis des Africains pour venir leur imposer ce qu'ils veulent. C'est quand même curieux. Des gens qui se disent démocrates, ils sortent de leur pays, de leur organisation. Ils viennent dans un continent qui n'a aucun rapport avec eux. Parce que votre histoire que vous appelez l'ONU, et ce monsieur, paraît qu'il s'appelle Gouté est resté. Gouté est resté. Bon, c'est son problème. Mais qui ne vient pas goûter l'Afrique parce qu'il ne pourra pas rester en Afrique. Nous, on a décidé d'expulser tous ces gens de l'Afrique. Il n'est plus question que des petits voyous comme ça, mandatés par un groupe de multimilliardaires voyous, viennent en Afrique imposer ce qu'ils veulent. On a des pays où le peuple a décidé de mettre en place des gens qui doivent leur diriger et les orienter vers une piste qui doit leur conduire vers un avenir sûr. Un monsieur se lève un matin, il vient, il dit qu'il n'a pas goûté rester, il vient donner des ordres, parler à son ami Macky Sall, qui heureusement est en train de prendre des distances par rapport à ces gens-là. Et il vient encore dans un autre pays, comme nous appelons le Niger, qui est toujours un de leurs complices, pour donner des ordres. Non, il est encore mettre un terme à cette histoire. Non, moi c'est parce que, comme quelqu'un l'a dit, comme on l'a dit sur le plateau, les Africains sont très très accueillants. On ne chasse pas, on ne rejette pas facilement les gens, on les reçoit et on leur dit en termes très polis ce qu'on pense. Sinon, il ne serait pas question qu'on reçoive ces gens-là en Afrique. Parce que quand on reprend ces messieurs-là, leur bilan en réalité c'est quoi? Donnez-moi un seul endroit où ils ont apporté la paix. En Afrique ou dans le monde. Un seul endroit. En Libye, en Irak. Où? C'est quand même curieux. Des messieurs qui n'ont jamais rien fait dans le monde entier, aujourd'hui se permettent de penser qu'ils vont venir donner des ordres en Afrique parce qu'on les appelle l'ONU et qu'on les a... Non, il n'est plus question. Je pense que certains chefs d'État responsables devraient mettre un terme à ce genre d'histoire et les refuser catégoriquement. Refuser de les recevoir. Même vos histoires qu'on appelle MINUSMA, MINUSCA, tout ça, refuser de les recevoir dans les pays africains. Parce qu'ils ne nous apportent rien du tout. Au contraire, c'est des gens qui viennent foutre le bordel dans les pays africains. Et après, ils forment des mercenaires, ils infiltrent par les armes, et puis on se trouve dans des guerres inutiles entre nous, et pourtant on n'a aucun problème entre Africains. Donc il est encore mettre un terme à cette histoire et qu'on refuse catégoriquement ces gens-là en Afrique, avec leur histoire de MINUSCA et MINUSMA. Ce n'est plus pas possible. En Côte d'Ivoire, on a vu ce qu'ils ont fait. Au Burkina, on a vu ce qu'ils ont fait. Partout où ils sont passés, c'est le bordel. Alors, c'est pas cette fois-ci qu'ils viendront mettre de l'ordre. Vraiment, vivement que les pays africains, le peuple africain se lève comme un seul homme pour se mettre ensemble et mettre un terme à cette histoire de la présence de l'ONU, du Fonds monétaire international, de toutes ces organisations-là en Afrique. Pour moi, ils n'ont pas de raison d'être en Afrique. Voilà. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation de la télévision panafricaine, doyen Simone D. Merci beaucoup. Vous êtes écrivain, chercheur, expert en agroalimentaire et agro-santé. Monsieur Bertrand Tatinda, merci d'être venu. Vous êtes analyste politique, Dr Yann Timba. Merci pour votre disponibilité. C'est normal. Il s'agit de notre continent à nous tous. Vous êtes également analyste politique. Merci infiniment à monsieur Luc Michel, qui est géopoliticien, pour sa participation active dans le cadre de ce programme face à l'actualité. Merci à monsieur Fabrice Bauer. Vous êtes correspondant d'Afrique Média en Russie. Merci pour tous ces éclairages dans le cadre de ce programme. Monsieur Issa Diawara, qui était présent malgré quelques soucis d'internet qu'il a rencontrés. Monsieur Aboubakar Sidik Fomba, vous êtes membre du gouvernement en place au Mali, une voix autorisée du Mali. Merci pour ces conseils, merci pour ces éclairages, et nous espérons que vous allez toujours, on va le dire, au regard de votre agenda, répondre présent à l'invitation de la télévision panafricaine. Merci, chers téléspectateurs, pour votre extrême fidélité. Chers internautes, vos différentes réactions, elles sont assez énormes, elles sont multiples. Nous vous remercions énormément pour cette participation sur nos différentes plateformes. C'est ici que nous mettons un point final à ce programme. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de la télévision panafricaine. Au revoir.